Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on continue la série sur le Human Design que j'ai commencé en décembre. On va parler des profils et comme d'habitude, je vais vous faire un petit rappel. Si jamais vous êtes inconnu de la notion des profils ou c'est encore flou, les questions des lignes, ça vous paraît être un peu what is that? Je vous ai enregistré un podcast que je vous mettrai en description de cet épisode de podcast pour peut-être commencer par ça parce qu'on va pas forcément reprendre le temps avec mes invités de parler exactement de la ligne 4 et de la ligne 6. On va vraiment plutôt se concentrer sur la synergie de ce profil 4-6 dans la manifestation, dans l'expérimentation des personnes que j'ai aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire ces épisodes. C'est pas pour parler depuis cet espace juste de savoir, de ce qu'on a appris, mais aussi et surtout depuis cet espace de ce qu'elles expérimentent. Je vais laisser mes invités se présenter. On va commencer par Julie, qui est toute nouvelle sur le podcast, alors qu'Anaïs, je pense que vous avez un nombre d'épisodes assez impressionnant pour la découvrir. Bon, je vais quand même lui laisser de la place juste après, mais on va commencer par notre nouvelle invitée sur l'art de ta puissance. Julie, est-ce que tu as envie de nous présenter un peu ton activité? Comment est-ce que tu as découvert le Human Design et quel est ton Human Design à toi, pour qu'on puisse Ok, aussi se situer? merci Cécilia. Moi, je suis ravie de vous retrouver, les filles. Et franchement, ça va être un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 40 ans, bientôt 41. Je réside aux Pays-Bas, par choix, je précise. Et je suis maman d'une petite fille de 11 ans. Comment j'ai découvert le Human Design? J'ai découvert un peu par hasard. J'avais pris le bundle catching de Geneviève Gauvin, que certains connaissent. Et dedans, il y avait une initiation au Human Design. Je crois que c'était en 2020 ou 2021. Et c'est là que je me dis, c'est trop bien ça. Et je me rappelle, j'étais encore en préavis dans le salariat. Et moi, j'utilisais le disque management en tant que manager d'équipe pour manager mes équipes, justement. Et je me suis dit, le Human Design, c'est encore mieux parce que c'est pas basé sur des questions avec lesquelles on répond sur le mental. Le mental, c'est plus un peu comme l'astro, basé sur la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et en 2021, j'ai désiré me former parce que bah, déjà pour comprendre moi, mais aussi pour mieux accompagner ma fille qui a été diagnostiquée TDAH. Et puis j'ai compris qu'elle avait une autorité émotionnelle, donc tout faisait sens. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Human Design. Aujourd'hui, je suis coach mindset. J'accompagne sur toutes les sphères de vie et j'accompagne majoritairement les femmes entrepreneurs, donc celles qui sont déjà formées au business et qui ont envie de dépasser leur plafond de verre, mais en préservant leur équilibre de vie. Je fais ça depuis, je suis coach depuis, on va dire, là, ça, je rentre dans ma quatrième année, mais ça fait 3 années que j'accompagne cette niche-là. Voilà. Et avant ça, dans ma vie précédente, j'étais du coup responsable achat dans des multinationales. Et est-ce que tu as envie de nous rappeler ton Human Design, à part le Ah profil oui, 4-6, exact. comme ça Yes, exact. Alors, je suis générateur sacral 4-6. Et c'est d'autant plus intéressant parce que, bon, alors je suis votre autre projecteur 5-2 émotionnel pour celles et ceux qui me découvriraient au travers de Julie, Anaïs ou d'autres à travers de ce podcast. Et Anaïs va se présenter, donc on va pouvoir voir on a un échantillon de plein de choses différentes représentées et que le 4-6 est juste une manière de, enfin, une représentation, enfin un mouvement à l'intérieur du design complet d'un être humain. Anaïs, est-ce que tu as envie de te présenter à l'intérieur de cet épisode, qui tu es, ce que tu travailles, enfin ce que tu accompagnes à travers de ton entreprise et le Human Design, comment t'en es arrivé là et quel est ton Human Design? Hmm. Et bah déjà, je vais bon, c'est mon parquet qui fait du bruit. Je voulais te remercier de ces épisodes parce que j'adore l'idée. Je me souviens quand tu me l'avais partagé, j'étais là, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que le human design peut être beaucoup pris comme un espèce de, un de mes enseignants il me dit un peu comme une masturbation mentale. Donc un truc où les gens restent dans le mental, puis se trouvent des excuses et tout ça, alors que c'est juste un art de l'expérimentation et de voir comment on expérimente dans la matière son design. Et je trouve que à travers les interviews, on peut mieux comprendre qui l'on est ou qui sont nos amis, nos amoureux, nos collègues, nos chats, nos chiens, enfin voilà. Quelle est l'expérience du 4-6, du splénique, du manifesteur, du projecteur, du générateur, tout ça.
Et du coup, ça sort un peu la tête de les enseignements classiques, scolaires, blablabla. Donc voilà, donc je trouve que c'est aussi honorer l'essence du human design, d'enregistrer tous ensemble ces interviews. Donc moi, comment j'ai découvert le human design, c'était en 2020, en 2019-2020, j'ai quitté ma carrière de cabinet d'avocat. Et je suis partie pour un voyage initiatique en Asie, dont principalement en Inde. J'ai rencontré une amie là-bas française. On se formait au coaching toutes les deux en même temps. Et à cette période-là, début 2020, on est rentré en France juste avant voilà, tout ce qui se passait, là, le lockdown et tout. Et elle a découvert l'human design comme ça sur Instagram avec une personne qui enseignait depuis très longtemps qui s'appelait Jessica. Et elle m'a dit, Anaïs, t'es manifestor, fais le test et tout. Puis j'étais là, ouais, ok et tout. Et puis j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire, comme 4-5 mois plus tard, quand on s'est revus toutes les deux, puis j'ai passé du temps avec elle, puis elle était là, non, mais c'est vraiment particulier, faut vraiment que tu comprennes, et tout ça, et tout ça. Et donc j'ai commencé ma déprogrammation à ce moment-là. Forcément, c'est une énorme déprogrammation, et quand on revoit son passé, y compris d'enfant, ça donnait beaucoup de clarté sur ce qui s'était passé dans ma vie. Donc je suis manifestor splénique 4-6. Je n'ai pas du tout prétention, mais je pense que personne sur Terre ou peu de gens être arrivé à la compréhension complète de ce que c'est. J'expérimente encore et je tente encore de comprendre mon splénique, mon 4-6, etc. Et le fait d'être manifestor. Donc ça, c'est comment j'ai découvert le Human Design et comment je le vis. Et je suis coach business, donc j'accompagne aussi comme Julie les entrepreneurs, alors moi principalement les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité, soit en phase de lancement, de poser les fondations, soit à des niveaux plus avancés pour développer ces activités en acceptant qu'on peut avoir abondance de tout, voilà, donc pareil en respectant vraiment un juste équilibre de vie. Et puis j'ai aussi une activité d'accompagnement en santé optimale et en biohacking avec le laboratoire doTERRA. Donc dans le cadre de cette activité, je forme souvent des entrepreneurs à intégrer la santé optimale dans leurs accompagnements, parce que moi perso aussi ce que j'ai vu, soit en tant que coaché, soit en tant que coach, c'est que des gens qui n'ont pas un bon niveau de santé optimale, on peut pas vraiment les accompagner. Donc vraiment utiliser l'aromathérapie et la santé comme outil d'accompagnement et comme outil aussi à travers cette activité de sécurité financière, parce que c'est une activité où on peut vraiment construire des équipes, former des équipes, accompagner des leaders et se créer une grande sécurité financière. Donc je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est hyper complémentaire par rapport à nos activités principales. Voilà. Merci à toutes les deux et allons plonger directement à l'intérieur de ce profil 4-6. Si vous aviez trois mots pour résumer ce que c'est pour vous dans votre propre expérimentation, ce seraient lesquels et pourquoi? Anaïs, tu veux commencer? Yes, alors donc je renvoie pour les gens qui comprennent rien au human design ou qui voilà maîtrisent pas 4-6, ça je renvoie vraiment à l'épisode dont tu as parlé là pour vraiment comprendre. En gros le 4, je pense qu'il y a différentes couches en fait dans la compréhension du 4, mais le 4 c'est une personne de réseau, une personne avec un don relationnel. Alors moi je précise que enfant, je pense de par plein de peurs, etc., j'étais quand même assez timide et assez réservée. Et que mon aisance relationnelle s'est beaucoup plus développée à la fac ou enfin voilà, je sais pas, il y a un truc qui s'est ouvert et souvent quand les gens me voient ils sont là, t'es hyper sociable, hyper solaire, et c'est vrai, c'est une partie de moi et donc le 4 c'est que toute son abondance dans sa vie vient de son réseau et de ses relations. Donc en effet je pense que dans mon cas c'est ça, par exemple la plupart des gens dans mon activité doTERRA c'est des personnes que j'ai rencontrées par réseau ou c'est des amis d'amis ou c'est des personnes qui étaient clientes dans mes programmes, qui sont clients dans mes programmes, et l'humain est super important pour moi, ça fait vraiment partie d'un équilibre de vie, ce qui est à aussi équilibrer avec le manifestor qui a souvent besoin quand même d'une bonne dose de solitude. Donc pour moi le 4 c'est vraiment ça, et en même temps dans les couches du 4 il y a accepter, et ça c'est plus quelque chose que je vis depuis quelques années, accepter que on doit laisser partir toutes les personnes qui nous conviennent plus pour faire de la place à des nouvelles personnes associées à notre vibration. Donc je pense que c'est une règle universelle pour tout le monde, mais alors pour le 4 ça marche encore plus. Et aussi se souvenir que quand on est un 4, je me souviens d'un enseignant sur Human Design qui disait « Non mais quand t'es un 4 et que t'as pas d'abondance, c'est juste sors de chez toi, hein. Sors de chez toi, c'est tout !»
Je dis là, voilà, le cadre ne peut pas fonctionner tout seul. Je dis beaucoup aux personnes que je forme en santé optimale, vous n'êtes pas une île, nous sommes une équipe. Et alors, je pense que pour les cadres, c'est vraiment la base, quoi. Tu ne peux pas être une île déserte, tu es au moins un archipel avec d'autres îles, et sinon, t'es vraiment une fourmi parmi les fourmis, quoi. Donc voilà, moi je dirais ça sur le 4. Ok, mais et sur le profil 4-6, les trois mots, donc il y aurait relation. Oui, pardon. Du coup, je me suis arrêtée au 4. J'avais noté abondance relationnelle. Non, j'avais noté influence relationnelle, parce qu'en fait, aussi, le 4, il influence beaucoup les gens autour de lui. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent été précurseur, genre je me suis formée au coaching, puis mon ancienne collègue, elle s'est formée au coaching, puis ensuite j'ai une autre collègue qui s'est formée au coaching, et ben, souvent, voilà, j'initie un peu les gens qui sont autour de moi. Donc, influence relationnelle et abondance, et sagesse de vie, parce que, ben, je sens vraiment, alors pour moi, c'est toujours un peu complexe de différencier le manifesteur et ça, mais je sens que je viens incarner une sagesse de vie un peu plus avancée, par exemple, que les personnes dans ma famille. Alors, ça veut pas dire que c'est plus facile et plus drôle, mais voilà, je sens que mon job aussi, c'est de comprendre certaines lois de la vie. Alors, du coup, je passe mon temps à poser des questions. Quand je rencontre des gens, je harcèle les gens de questions sur leur vie. Et puis, je sens que je suis encore dans cette phase où je récolte plein d'histoires de vie pour comme me construire ma propre bible de la vie. Et puis petit à petit la délivrer, donc je la partage beaucoup dans mes podcasts, sur mes réseaux sociaux, à mes clients, vraiment les sagesses que moi j'ai compris. Et je viens pour ça, en fait, partager ces sagesses-là, pour qu'elles résonnent avec qui c'est juste que ça résonne. Hein. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Donc en fait, je suis encore beaucoup dans une phase où quand je rencontre quelqu'un, je lui pose plein de questions, je veux tout savoir sur sa vie. Puis après, je réfléchis, j'intègre, et puis j'essaye d'en tirer des sagesses, quoi. Donc le 6 c'est vraiment... et puis moi, je le vois un peu comme enfin, c'est le dernier chiffre en Human Design, donc on doit vraiment arriver à un équilibre de spirituelle matière et à une grande conscience de soi, en fait. Donc je le vois aussi dans le 6 une forme de responsabilité. Mais voilà, pour moi, le mot-clé du 6 c'est sagesse de vie. Et merci à toi de ton partage. Et je confirme sur le questionnaire d'Anaïs. Et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que ça fait partie de la stratégie, enfin en tout cas de l'impulsion de ce 4-6, de ah, j'apprends des autres pour en retirer des sagesses. Et je l'avais jamais vu comme ça, mais je trouve ça super intéressant. Pour toi, Julie, ce serait quoi les trois mots que tu peux avoir pour résumer le profil 4-6? Alors pour moi, trois mots, c'est difficile. Je dirais plus une expression, une phrase. Pour moi, c'est guider les personnes de sa communauté, sa tribu. Donc, si j'explique un petit peu, ça rejoint vraiment ce que Anaïs a dit. Donc, guider les personnes de sa communauté tribu, ça veut dire quoi? C'est guider donc via son propre parcours de vie. Donc, pour moi, c'est une expérience qui est incarnée. On guide pas des choses sur des choses qu'on n'a pas soi-même intégrées. Et donc, intégrer, c'est beaucoup plus loin que connaître et implémenter. C'est vraiment intégrer. On en a déjà tiré les leçons. Et ensuite, les personnes de sa tribu slash communauté, c'est les personnes qui ont la même valeur. Parce que bah, moi, par exemple, je peux avoir un réseau hyper large. Par contre, il y a des gens dans mon réseau qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Donc, eux, j'ai pas envie de leur apporter de la valeur et j'ai pas envie non plus qu'ils m'apportent de la valeur. Donc, le côté opportuniste est limité. C'est-à-dire que je sais qu'ils pourraient m'apporter des choses, mais en fait, on n'a pas les mêmes valeurs, donc ça m'intéresse même pas de les entendre, en fait. Donc, c'est plus comme ça que je résumerais le profil 4-6. Et dans l'influence de cette ligne 4 conscient dans ce profil 4-6, comment est-ce que tu le vis, toi, Julie, justement, cet espace communautaire, cet espace de réseau? J'ai beaucoup aimé ce que disait aussi Anaïs, et c'est quelque chose que je conseille toujours aux lignes 4, qui est l'idée, c'est pas d'avoir plein d'amis, c'est pas d'avoir un réseau de 75 millions de personnes, c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir après aussi influencer d'autres. Enfin, c'est vraiment cette idée pour moi, la grande équipe qui se construit pas juste autour de manière hiérarchique avec toi, avec la personne au milieu et juste j'ai des grandes tentacules et j'embarque tout le monde, mais plutôt en fait je prends soin de mon enfin de mon réseau proche, je le fais évoluer en fonction de comment j'évolue. Donc ça, moi, ça résonne beaucoup pour moi depuis ma sagesse de projecteur. Mais dans ton expérimentation de 4-6, comment est-ce que cette ligne consciente, elle influence ta manière d'être et peut-être aussi de faire de l'entrepreneuriat?
Alors, hyper intéressant comme question, Cécilia, je te remercie. Pour ma part, je donne souvent l'analogie à mes clientes qui ont un 4 que bah, ça s'est vérifié, hein, mais souvent inconsciemment, donc on traite les personnes quand on les connaît par strate. C'est-à-dire qu'on sait déjà quand on commence à discuter avec elles si ces personnes vont être dans notre cercle proche ou juste des connaissances. Tu valides, Anaïs, hein, je vois que tu fais oui de la tête. Et du coup, c'est comme tu disais, les tentacules, on n'est pas des tentacules qui ramènent tout en notre sens. En fait, on sait différencier. C'est comme si on mettait un peu les gens dans des cases, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens, OK, ça c'est cercle 1, ça c'est cercle 2, et c'est comme ça aussi qu'on voit comment on donne notre énergie, hein, qu'on soit manifesteur ou générateur, comment on va distribuer notre énergie par rapport à notre cercle. Donc ça, c'est comment je dirais que j'ai conscientisé la ligne 4. Et ensuite, comment ça se manifeste dans ma vie. Bah déjà, depuis que je suis petite, je marche au réseau, hein. Donc, c'est les amis d'amis. On m'appelle Juju les bons tuyaux. C'est pas pour rien. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il se dit Julie, à la réponse, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je suis Juju les bons tuyaux dans mon cercle. Et j'adore ça. Moi, là où j'investis mes ressources aujourd'hui, c'est souvent pour aller voir mes amis, parce que j'habite à Rotterdam, comme je le disais. Donc, du coup, je vais dépenser mon argent et mon temps et mon énergie pour aller pour entretenir cette relation. Donc, je vais mettre du temps, plus d'énergie, plus d'argent pour les gens que j'aime vraiment. Et donc là, il y a pas toujours le côté opportuniste parce que bah, la relation m'apporte du bien-être. Donc, dans ce sens-là, mais c'est pas l'opportunisme, dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément, comme je disais, des personnes qui vont m'apporter le plus de retour sur investissement par rapport à ces ressources-là. Parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est comment je le vis consciemment en tout cas. Mm. Et c'est intéressant de voir, c'est que dans ce discours, on voit bien la différence entre une ligne 4 consciente et inconsciente. En tout cas, j'invite ceux qui seraient intéressés par l'human design à écouter d'autres interviews que j'ai fait, je pense notamment avec une personne qui était 2-4, on voyait que le 4 en ligne inconsciente était quand même s'exprimer d'une autre manière, même s'il y avait toujours l'idée du réseau, de cette strate, comme tu dis. Mais je trouve ça vraiment intéressant, moi qui fais toutes les interviews, d'entendre vraiment la différence entre quand elle se manifeste en conscient et quand elle se manifeste en inconscient. Et est-ce que tu as envie d'apporter quelque chose, Anaïs, peut-être ta propre expérimentation sur cette ligne 4 consciente, dans cette conscience qui vient depuis plus notre personnalité, la manière dont on se montre au monde? Yes, bah déjà j'ai adoré le partage de Julie sur un peu les cercles. En fait, c'est vrai que tout de suite, je sais si ça va être un match incroyable et un peu enfin, un match d'âme à âme, tu vois. Ou si c'est un peu plus, voilà, si c'est un peu plus, je sais pas, différencié. Alors, ce que j'observe, c'est que les gens pour qui j'ai un coup de cœur de fou, souvent c'est des 4-6. Pas toujours, hein, mais souvent ils ont un 4 ou ils ont un 6, et voilà. Et les 4-6, souvent je les adore. Euh, et en fait, en écoutant Julie, je me suis remémoré que moi, les amitiés, les amis, ça a toujours été quasiment le pilier numéro un dans ma vie, en fait. Que c'est super important pour moi et que c'est vraiment ce qui m'a nourri, fait grandir, accompagné. Ça a toujours été extrêmement précieux pour moi dans ma vie. Euh, euh, donc voilà, donc c'est vraiment une conscience de ça. Et aussi une conscience que, comme je lis, souvent les gens posent des questions genre je cherche ça, je cherche ça. Mais aussi prendre conscience que les gens vont aussi être là pour faire marcher le réseau pour moi. En fait, c'est moi, je suis très bonne en création de réseau et en soutenir ma communauté, mon réseau, ma tribe. Et en même temps, ça me revient aussi. C'est vraiment du donner et du recevoir au sein de la communauté. Et peut-être quelque chose que j'ai plus conscientisé récemment, c'est que le 4, il s'intéresse vraiment à prendre soin de sa communauté. Là, enfin, les deux sont possibles, mais euh, y a pas forcément d'avoir besoin d'un impact worldwide, tu vois, ou multiplanétaire. Il est très focus sur sa communauté et pour moi, ça a toujours été aussi un peu une évidence quand j'ai lancé mes activités de vouloir créer des communautés, de vouloir créer un networking, de vouloir créer une communauté en présentiel, etc. En tout cas, ce que j'avais fait quand j'ai lancé mes activités. Parce que voilà, c'est l'énergie du 4, tu vois, et il y a vraiment ce fait que mon âme est nourrie par le fait d'être dans une communauté. C'est super fort. Voilà, je dirais ça.
trouve ça hyper intéressant. Pendant que vous parliez, j'avais vraiment cette idée de... Moi, ce que je ressens chez les 4-6 que j'ai autour de moi, notamment Anaïs, c'est que je la cherche, enfin, j'ai envie d'être à l'intérieur de sa communauté justement pour cet espace de sagesse. Donc il y a vraiment à la fois cette ligne 4 et à la fois cette ligne 6 qui pour moi se manifeste énormément. Et de ce que je sais que racontent des personnes sur d'autres 4-6, c'est quelque chose que je trouve vraiment... Enfin, c'est systémique, c'est pas juste, je partage pas juste un ressenti. C'est vraiment, j'ai la sensation que les 4-6 sont là pour magnétiser une communauté depuis leur sagesse. Si je devais faire un résumé de ce podcast, ça resterait à cette phrase. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Mais justement, on va maintenant parler de la ligne 6 un petit peu plus, de cette ligne qui est donc dans le design, plutôt dans l'inconscient, qui, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, donc, on va se trouver un peu plus dans le corps, dans les traits de personnalité qui sont peut-être moins reconnus ou aimés dans un premier temps, avant qu'on s'accepte et qu'on s'aime pleinement et qu'on s'aligne pleinement à qui on est, même si c'est un chemin de vie pour toute la life. Euh, Julie, tu as envie de commencer sur comment est-ce que toi tu vis l'influence de cette ligne 6 dans ton design, de cette sagesse. Peut-être que tu peux aussi réexpliquer juste assez rapidement les étapes de la ligne 6, comme ça on est OK avec toute personne qui nous écouterait. Ça marche. Donc, les étapes de la ligne 6, donc, j'explique souvent que c'est la ligne 3 mature. C'est celle qui a plus de recul et qui incarne la sagesse. Donc, comment elle fait pour incarner cette sagesse? C'est qu'elle a un parcours en 3 étapes et notamment le premier parcours, j'appelle ça du débutant. Donc, qui va essayer beaucoup de choses, qui aura tendance à s'éparpiller parce qu'il voudra essayer plein de choses. Ensuite, il y a la partie un peu, je tire des leçons, je fais le tri. Et ensuite, la troisième partie de vie qui est, j'incarne ce que j'ai vécu et je suis prête à transmettre cette sagesse. Et donc, pour moi, la ligne 6 en inconscient, comment ça s'est manifesté dans ma vie? C'est que bah, j'ai été reconnue comme une mentor assez rapidement dans mes fonctions quand j'étais salariée. À mon insu. Donc les gens venaient me demander si je pouvais les aider à incarner plus de leadership, à comment gérer une équipe difficile ou des éléments difficiles, etc. Comment parler, prendre la parole en public, des choses comme ça. Comment faire des bonnes négociations salariales. Et ensuite, dans mon entourage proche, ça a été plutôt, ils sont venus me demander beaucoup de conseils. À chaque fois, c'est, à ton avis, comment je pourrais faire sans vexer mon chéri, lui faire part de mon inconfort, ou comment je pourrais donner envie à mon enfant d'aller dormir parce que il veut pas, je suis en galère, etc. Donc il y a vraiment cette casquette très inconsciente où les gens viennent à toi. Donc je pense qu'Anaïs serait d'accord aussi. Et après, le challenge que moi j'ai ressenti dans sa ligne inconsciente, c'est de me sentir légitime à guider les autres. C'est qui je suis pour être reconnue comme guide par les gens qui viennent me solliciter. Et ça a été quelque chose qui s'est vite représenté dans l'entrepreneuriat, que j'avais noté dans mon salariat. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est là où ça m'a le plus challengée parce que je me considérais novice dans l'entrepreneuriat. Donc pourquoi les gens plus avancés venaient chercher ma guidance, quoi, et ma sagesse. Et donc aujourd'hui, comment ça se présente? C'est j'ai des entrepreneurs beaucoup plus avancés qui viennent me dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je me dis, moi, avec mon petit business qui date de 3 4 ans, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont entrepreneurs, qui génèrent des millions de chiffres d'affaires, enfin, pourquoi moi, quoi? Alors qu'ils ont aussi déjà un réseau abondant. Mais ce qu'ils viennent chercher chez moi, c'est justement cette sagesse, cet équilibre que j'ai trouvé. Ouais, hyper inspirant. Merci, merci Julie. Anaïs, tu as envie de nous partager l'influence que toi tu vis de cette ligne 6 dans ton design et dans ton quotidien? Yes, avec joie. Ben, en plus, c'est quelque chose dont je discute beaucoup parce que enfin, j'ai plusieurs amis qui ont quasiment, enfin 2 amis qui ont quasiment le même design que moi. Et donc, on discute beaucoup sur l'influence du 6. Et moi, un petit peu parce que voilà, j'aime bien remettre en cause des choses et tout ça. Ça fait 1 ou 2 ans que je suis là, mais est-ce que on est tous obligés quand on a un 6 d'avoir une trajectoire à la George Clooney, genre de commencer à être famous à 50 ans?
Donc le Human Design dit peut-être à partir de 45 ans, mais sinon c'est 50 ans. On acquiert en fait dans cette troisième phase de vie une forme de reconnaissance de notre communauté ou une forme de notoriété dans le fait qu'on est vraiment un expert, un sage en fait dans notre domaine. Et donc voilà, un peu par coquinerie, j'étais là, mais je veux trouver un 6 qui est devenu famous à 35 ans. Et donc je cherche toujours ça. Donc si quelqu'un m'entend dans ce podcast, écrivez-moi. 35, 40, 45 ans. J'en ai quand même trouvé quelques-uns qui deviennent vraiment reconnus comme experts à partir de 39, 40 ans. Donc déjà pour tous les 6 et pour toutes les personnes qui connaissent des 6, c'est quand même aussi un parcours où on construit sur le long terme. Et c'est hyper important d'avoir cette vision que on va avoir une reconnaissance et une notoriété qui va être un peu organique dans le temps. Parce que toute cette digestion de cette sagesse, à la fois de celle qu'on a vécue dans la variété des expériences dont Julie a parlé, et aussi dans cette phase un peu, moi, dans laquelle je suis de... Si je posais des questions super profondes à toutes les personnes que je croise pour avoir la Bible la plus riche de la vie. Donc tout ça, ça nécessite d'être un peu comme... ouais, un peu comme une pâte à crêpes, quoi. On la laisse reposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on est 6, ben, au moins jusqu'à 45 ans, on est un peu dans la phase pâte à crêpes, tout en étant dans la création et tout ça, hein. Ça veut pas dire qu'on est, voilà, qu'on n'est pas là, mais il y a un peu cette phase, et il y avait une petite partie de moi qui était là, bon, mais moi, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas envie d'être comme George Clooney, quoi. J'ai plus envie d'être Marilyn Monroe, quoi. Et donc, voilà. Donc, déjà, compassion sur ça, parce que vision sur le long terme et patience. Euh, et en même temps, en effet, ce que disait Julie, qui est très intéressant, qui est que bah, les gens pensent souvent qu'on a la solution pour eux, alors que nous, on est là, bah, moi, j'ai jamais eu ce problème et tout. Mais en fait, c'est comme si on avait juste besoin de laisser la vie parler à travers nous, même si on n'a pas vécu l'expérience, même si on n'a rien lu sur le sujet, c'est super bizarre. Mais en fait, on a comme une sagesse qui vient. Alors moi, je mets toujours d'énormes disclaimers dans ces cas-là. Je suis là, ben, écoute, tu prends si tu sens que c'est juste et tout ça. Euh, et c'est vrai que c'est une position pas facile, mais en fait, enfin, comme ça, en fait, on a cette vibration-là, on est venu pour ça sur Terre, et donc c'est important qu'on partage ce qu'on ressent comme sagesse. En fait, c'est un peu comme une posture de bras droit que tout le monde voit en nous, en fait. C'est un peu spécial. Mais c'est très enrichissant en même temps, parce que du coup, les gens viennent vous voir quand ils ont des questions assez profondes, des remises en question profondes, et c'est ça aussi c'est enrichissant pour nous. Voilà, moi je dirais ça sur le 6. Euh, et en tant qu'Ati, je trouve que cette phase, voilà, cette deuxième phase, elle est très particulière, elle nécessite un grand équilibre parce qu'il y a comme toute une partie de notre être qui a envie d'être un tout petit peu en retrait pour digérer, là, la pause de la pâte à crêpes. Et moi, mon 4, il a tout le temps envie d'être avec des gens bah, pour vivre le truc du 4, quoi. Plus le manifesteur qui est un peu en mode, oui, mais enfin des gens, mais pas tout le temps des gens non plus. Donc, y a plein de parts de moi qui tentent de trouver cet équilibre, en tout cas dans le 4-6, je trouve, dans la deuxième phase de vie, où voilà, en fait, c'est comme si je devais mettre des temps, en fait. Il y a des temps où je suis beaucoup avec les gens, et des temps où je digère ma pâte à crêpes, et des temps où je suis toute seule en mode manifestor. Et du coup, voilà, s'il y a des gens qui sont créatifs, qui écoutent ce podcast, je trouve que moi, je sens que voilà, c'est beaucoup harmoniser ces phases-là et ces parts de moi pour que tout le process qui est inhérent au 4-6 se fasse. Je trouve ça hyper intéressant comme d'habitude. Je crois que c'est ma phrase à chaque fois que j'écoute dans les podcasts. Tout ce que, tout ce que vous partagez. J'étais curieuse de savoir, Julie, si toi aussi, tu sens que tu es encore dans cette phase d'apprentissage du 3, enfin de la fin du 3, ou si tu as des exemples, ou même toi, tu te sens déjà dans cette sagesse du 6. Enfin, ouais, j'étais aussi curieuse de me demander si c'était aussi, si c'est vraiment le retour de Saturne, et puis c'est pas avant, enfin un truc. J'ai un peu ce truc défiant aussi, donc j'étais curieuse d'avoir ton opinion, enfin ton ressenti en tout cas. Merci pour ta question, Cécilia. Effectivement, je pense que ça dépend des domaines de vie. Donc, j'aurais beaucoup de sagesse, je pense, dans mon approche à l'éducation avec ma fille qui a été diagnostiquée TDAH.
J'aurai beaucoup de sagesse par rapport aux relations amoureuses par les challenges que j'ai vécus avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on s'est séparés il y a 2 années. Et après, je suis encore en phase d'implémentation et pas encore d'intégration par rapport au coaching profond. C'est une méthode de coaching thérapeutique sur laquelle je me forme depuis plus de 2 ans. Donc là, au fur et à mesure que j'intègre, je transmets à mes clientes, mais il y a des choses que j'ai pas fini d'intégrer moi-même. Donc j'aime bien m'observer et par contre, ce syndrome de l'imposteur que j'aurais pu ressentir il y a un petit moment de en quoi je suis légitime de transmettre alors que j'ai pas fini la transformation, il est plus là. Donc je pense que Mm. c'est une sagesse sous une autre forme où je m'autorise à transmettre au fur et à mesure en précisant que j'ai pas la science infuse et que je ne transmets que ce que moi j'ai intégré jusqu'à présent et ce que j'incarne au moment T. C'est-à-dire que le mois prochain, je peux avoir une opinion à l'opposé, quoi. Je trouve ça intéressant et ça fait vraiment la transition entre le 3 et le 6 et la transition entre notre dernière question et la prochaine qui est quels sont les conseils à donner. Parce que finalement, plutôt un conseil qu'on pourrait donner à un profil 3. C'est ne considère pas tes erreurs comme des échecs, mais vraiment comme des apprentissages et transmets et avance avec ces apprentissages. Donc la manière d'avancer pour un 6, ce sera de le transmettre, notamment pour le 4-6, de le transmettre à sa communauté depuis cet espace de sagesse, mais on voit qu'en fait, c'est vraiment un conseil qui fait partie de l'inhérence du profil de, ah oui, de toutes les manières, tu vas avoir envie de tester, tu vas avoir envie de vivre, d'expérimenter, tu vas expérimenter avec l'autre, et ça va te donner des billes, même si ça va pas forcément faire la sagesse globale, et en même temps, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, c'est quelque chose que tu peux transmettre depuis cet espace. Donc voilà, donc je trouve on coule tout doucement et tout sûrement vers la prochaine conseil, la prochaine question, quels sont les conseils? On va en fait en prendre trois maximum parce que je sais qu'on pourrait tout en dire 75 millions et que ce sera un podcast qui ne terminerait pas, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner ici et maintenant à des personnes qui nous écoutent, qui sont 4-6, oui, qui accompagnent aussi des personnes avec un profil 4-6 pour être vraiment alignés à leur manière de rentrer en mouvement, parce que finalement, le profil, c'est ça, c'est depuis quel espace est-ce que je rentre en mouvement pour partager. Julie, tu as envie de commencer? C'est OK pour toi? Ouais. Alors, pour moi, le conseil que je donnerais à un profil 4-6, ça serait de se faire coacher sur ses peurs. Et parce que c'est ça qui va le limiter dans son expansion, dans son 6. Et de savoir apprendre à dire non. Parce que le 4, en fait, enfin, surtout en tant que générateur, on a une énergie, une aura assez enveloppante. Avec le sacral qui est défini, on a tendance à dire oui à beaucoup trop de choses. Et donc, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Donc, savoir dire non et se faire coacher sur ses peurs pour pouvoir transmettre aux bonnes personnes de la meilleure manière sans avoir ce syndrome de l'imposteur. Trop chouette, merci. Anaïs, tu en as d'autres que tu as envie de nous partager? Oui, en fait, là, quand tu introduisais la question, j'ai eu un moment avec beaucoup d'émotions parce que je me suis dit, en fait, ce profil, il est tellement beau. Parce qu'il y a quelques semaines, je relisais les deux regrets principaux des personnes qui décèdent, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'ils aiment et de ne pas avoir été vraiment soi, en fait, dans sa vie. Et en fait, je trouve que le 4-6, il implique d'assumer. En fait, tout le challenge du 6, c'est d'assumer que tu es né pour être un leader visionnaire, profondément sage, qui n'est pas une sagesse qu'on a appris dans les livres, comme un peu la société nous fait croire, genre, ah, tu t'es pas formé, puis t'as pas lu tous les livres sur ça, du coup, on peut pas, enfin voilà, t'es pas expert. Du coup, c'est vraiment, en fait, le conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à valoriser la sagesse expérientielle. Et même moi, c'est encore quelque chose que j'apprends. Par exemple, cet été, y a une personne qui m'a dit, mais c'est ouf tout ce que tu as compris sur ce sujet des relations amoureuses. Et j'étais là, bah ouais, c'est juste un sujet sur lequel j'ai beaucoup analysé mes expériences et mes erreurs. Mais vraiment, je reviens souvent dessus, en fait. Je fais souvent des exercices sur, ok, c'est quoi qui s'est passé dans cette relation? C'est quoi le don que j'ai reçu? C'est quoi l'erreur que j'ai faite? C'est quoi l'enseignement, etc. Puis je fais ça un peu pour
tout dans ma vie, en fait, tous les événements importants, toutes les relations, etc. Et je refais souvent les exercices que j'ai pu recevoir dans le cadre de coaching, hein, souvent, mais donc moi, du coup, en fait, je reviens souvent sur c'est quoi les enseignements que la vie m'a donnés dans le cadre de mes relations ou dans le cadre de mes expériences de vie. Et ça m'aide à leur donner une profondeur nouvelle à chaque fois que je refais l'exercice. Et ensuite, bah, le challenge, c'est de valoriser ça. Et c'est hyper intéressant parce que Julie, elle a dit, moi, je coach sur tout. Et moi, je dis la même chose aux gens. Et les gens me disent, mais comment c'est possible? Et je suis là, ben, je sais que je coach sur tout. Depuis le premier client, je coach sur tout. Je lui dis pas, écoute, on va pas parler de ta grand-mère, de ton mec, ou voilà, je coach sur tout. Et c'est le 6 en fait, c'est cette sagesse. Et donc, je trouve que valoriser ça, c'est super important. Donc, aller en profondeur sur ces expériences, entre guillemets, ces erreurs, et valoriser la sagesse exceptionnelle qu'on a reçue dans le cadre de ça. Assumer son côté leader visionnaire, en fait, leader visionnaire dans la sagesse de vie qu'on vient apporter, parce qu'en fait, on vient apporter comme un nouveau niveau de conscience et de spiritualité sur Terre qui va aider les gens à mieux se préparer à la vie, à la mort, en fait, un peu, hein. C'est un peu, et aux prochaines étapes de l'humanité. Et puis, le troisième conseil serait vraiment d'investir et de prendre soin de ses relations. Voilà. Vraiment de chérir ça. Et dans la gestion de leur business, et puis je veux bien commencer par quelques petits conseils que j'avais pendant que je vous écoutais. Je pense que le premier, c'est de regarder qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et ce qu'elles t'inspirent réellement. Et sinon, bah, qui t'inspire et repart à zéro. Et ça peut paraître, je suis drastique, hein. Moi je suis mon ninja warrior. On fait du tri et puis c'est pas grave. Bon, je suis pas 4-6. Peut-être que c'est parce que je suis pas 4-6 que je peux faire ça aussi, j'en sais rien. Vous allez me dire, mais en tout cas, je trouve que pour les 4-6, il y a vraiment cette idée de si les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, c'est-à-dire ton réseau proche, t'inspire pas, c'est que tu es en train il y a une couille, oui, il y a une couille dans le pâté dans ton entreprise. Je suis désolée pour la vulgarité de l'expression, mais c'est la seule qui me venait. Et il y a quelque chose qui pourra pas être pérenne et en tout cas qui va être sacrificiel. Et regarde peut-être du coup l'espace du triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau, dans lequel tu continues de rentrer. Parce que en tant qu'entrepreneur, même si on vend des produits, même si on est, je sais pas, designeuse de robes, je sais pas, de robes de cérémonie, ok, génial. Mais si en fait les 5 personnes qui sont autour de toi, qui t'accompagnent à développer ça, ne t'inspirent pas, et c'est peut-être que tu es vraiment dans ce rôle de, ah, je sauve cette personne, j'en suis victime et en fait, j'arrive pas à m'en sortir. Et tout ça, ça n'empuissance pas et ça ne laisse pas non plus la sagesse euh, prendre réellement toute sa place. Est-ce que vous en auriez d'autres vraiment plus business, plus entrepreneuriat, même si tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant sont déjà hyper tournés entrepreneuriat, mais est-ce que vous en avez d'autres? Et Anaïs, tu veux commencer? Yes, ben moi c'est super simple. Je dirais aux gens que leur première mission c'est de créer des communautés, des groupes, des tribus, des espaces de groupe et de ne pas hésiter à créer du lien entre des gens qui ne se connaissent pas. Moi c'est l'histoire de ma vie d'avoir mis des gens dans des pièces qui ne se connaissaient pas et de laisser la sauce prendre. Donc et je me souviens d'une personne qui m'avait dit, une de mes coachs qui m'avait dit, de toute façon, Anaïs, si ça n'existe pas, ce que tu recherches, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le créer. Donc en fait, dès qu'il y a quelque chose que je sens qui n'existe pas, ben, je crée un groupe et puis je crée ce que j'ai envie de vivre. Donc je fais beaucoup ça. Et le deuxième conseil, c'est d'oser parler beaucoup de ses expériences et de ses sagesses de vie, même si ça demande de la vulnérabilité. Donc moi, souvent, à chaque anniversaire, à chaque fin d'année, début d'année, je partage beaucoup en profondeur les leçons que j'ai pu recevoir. À la fin de chaque événement, par exemple, quand je fais un événement dans mon activité de santé optimale, à la fin de chaque événement, je me demande c'est quoi les déclics que j'ai reçus de l'événement, les sagesses que j'ai reçues, puis je les partage à mes équipes, même si tous les gens étaient là hein, avec moi, mais moi, je leur dis ah bah moi j'ai compris ça, la sagesse que je retire c'est ça. Et donc maintenant je me mets, enfin pas un coup de pied aux fesses, mais j'ai vraiment compris que en fait c'est ça que les gens attendent et c'est là la richesse que les gens veulent. Donc et puis c'est super enrichissant pour moi de faire l'exercice introspectif. Donc voilà, moi je dirais créer des communautés, des groupes, même si ça n'existe pas, et, et conscientiser que les gens viennent chercher des leçons de sagesse chez vous et donc les partager. Hmm. Julie, t'en aurais d'autres que tu as envie de partager? Ouais, donc si on axe ça vraiment sur du business,
Moi, je dirais de rester vraiment aligné à qui l'on est parce que, par exemple, il y en a beaucoup qui m'ont dit ton business, tu devrais le scaler davantage, tu pourrais avoir des centaines de personnes qui seraient là à t'écouter et tout. Mais ça m'inspire pas sous cette forme-là. Moi, j'adore, comme disait Anaïs, les petites communautés. Moi, je coach des petits groupes de femmes et j'adore pouvoir les connaître chacune qui a des enfants, comment ils s'appellent, ils ont quel âge, c'est qui leur partenaire de vie, euh, elles font quoi dans la vie, c'est quoi leur passion. J'adore avoir ce lien en fait avec mes clientes. Et je dis tout le temps que moi, mes clientes, c'est des femmes avec lesquelles je me verrais, j'ai une valeur bouffe, donc je me verrais manger avec elles. Donc, si je me vois pas passer du temps avec elles en dehors des heures de travail, pour moi, c'est déjà un no-go, quoi. Et, euh, et aussi, comment j'ai implémenté ça dans mon business. Donc, je parlais du format de mes espaces de groupe, des petits groupes. Et donc, si on a un grand groupe, je vais diviser en sous-salles, par exemple. Et je vais passer dans chaque salle, apporter de la valeur à chaque petit groupe. Et donc, c'est comme ça que j'incarne vraiment l'aspect communautaire. Et ensuite, comment je l'incarne dans ma communication, par exemple dans ma manière de vente. Moi, mon canal d'acquisition, c'est Instagram. J'ai un groupe de stories privées, c'est les amis proches, et c'est mes clientes les plus fidèles, mon audience la plus fidèle, qui a le droit à des exclusivités de ma part, par exemple. Donc, c'est des séances de coaching que j'offre. C'est ma manière de contribuer aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le niveau d'avancement de mes clientes de mastermind ou en individuel. Donc, c'est comme ça que je l'incarne aujourd'hui dans ma vie. Trop intéressant. Merci, 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 merci. La dernière question que j'avais à vous poser avant d'avancer vers la clôture de cet épisode, c'est est-ce que si vous aviez un archétype à partager, par exemple, je pense dans l'épisode des 6-2, on nous a partagé Dumbledore, dans l'épisode des 5-1, on nous a partagé Sherlock Holmes. Si vous aviez un archétype d'un personnage soit qui existe, hein, ça peut être aussi, je sais pas, il y avait Oprah Winfrey par exemple, qui a été pris pour les deux quatre. Enfin bref, on, on- je sors un peu de la thématique, mais j'avais envie plutôt de vous montrer l'idée de la question qui est si vous aviez un livre, un film, un personnage, une personne, une célébrité qui existe, qui pour vous incarne pleinement ce 4-6, ce serait quoi? Ce serait qui? Vous pouvez en donner un, plusieurs, zéro. C'est comme vous le ressentez. Julie, est-ce que tu es inspirée? Alors moi, je ne me rappelle pas, pour être complètement honnête, de quelqu'un qui a un 4-6 déjà de premier abord, et ensuite qui m'inspire, je sais pas. Donc si je saurais pas dire dans les personnes qui pourraient m'inspirer qui sont 4-6. Par contre, une recommandation de livre, euh, c'est le courage de ne pas être aimé. Je pense que ça pourrait résonner avec les quatre, mais avec une intention de pouvoir mieux guider les gens qui pourrait être un peu réfractaire à notre vision. Parce que Anaïs parlait de notre aspect visionnaire. Et bah, il y a des gens qui vont pas du tout adhérer. En plus, moi, j'ai le canal 43-23. Donc, autant vous dire que je suis souvent prise pour une folle, tellement je suis dans mes délires. Et donc, d'avoir ce courage de justement de pas être aimé, d'être critiqué. Et c'est ça qui peut être un gros levier d'expansion en développement perso et pro. Donc, après, moi, je suis ouverte à voir quelles sont les personnalités qui ont un 4-6 pour voir s'il y en a une qui m'inspire dedans. Et tu peux nous rappeler qui est l'auteur du Courage de ne pas être aimé? Je suis pas sûre et je voudrais pas dire de bêtises. Alors, de mémoire, alors, je regarde vite fait, c'est parce que c'est un japonais, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Et Ok. c'est vraiment un best-seller japonais, donc il y a la sagesse aussi japonaise qu'on aime bien, nous les six. Le côté un peu sage de la philosophie, quoi. Et pendant que je regarde s'il y a des célébrités connues qui sont 4-6, et Anaïs, tu as une inspiration à nous partager qui t'est venue? Ben, moi, en fait, c'est un peu énorme, hein, mais en fait, Jésus, tu vois, c'est un espèce d'ultimate humain, en fait, une nouvelle version d'humain qui vient amener une info visionnaire, en fait. Donc, bah, en fait, le 6 c'est le trait d'union entre maintenant et le futur, en fait, c'est pour moi. Enfin, entre une nouvelle façon de vivre sur Terre, en fait. Ouais. Bon, après, c'est peut-être aussi mon mix avec le manifesteur ou tout ce télescope. Mais pour moi, le 6 c'est vraiment ça. C'est ouais, incarner un nouvel humain.
donc je dirais Jésus. Et en livre, ce qui m'est venu, alors que je l'ai lu il y a super longtemps, mais je crois qu'il y a cette énergie du 4 et il y a quand même une certaine sagesse entrepreneuriale, c'est Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout de Stephen Covey, où il parle beaucoup du réseau, de prendre soin de ses relations, etc. Il y a une forme de sagesse en fait. Ok, trop chouette. Alors, je ne trouve pas. Alors, j'ai juste trouvé J'ai trouvé. David Beckham jusqu'à maintenant. Je Ouais. suis vraiment désolée. Désolée. J'ai trouvé. De David Beckham. J'ai trouvé Cécilia, un 4-6 qui m'inspire. J'ai le Dalai Lama, Ah, qui est 4-6. Et puis Drew Barrymore aussi qui m'inspire avec son aspect innovateur, les talk shows qu'elle organise, etc., qui sont interactifs. Ça, j'aime beaucoup. ouais, et puis je trouve que Jésus, on sait pas, on saura jamais s'il est vraiment 4-6 parce qu'on sait même pas sa date de naissance. En tout cas. Non, mais c'est une info qu'on peut demander à recevoir. Oui, oui, c'est ça. Mais de toutes les manières, même parce que la dernière fois, par exemple, pendant l'épisode du 5-1, elle disait, mais par exemple, Oprah Winfrey, ça ferait un super 5-1, et en fait, Oprah Winfrey est 2-4. Et donc, c'est pas non plus ce qu'elle est, mais c'est aussi je sais pas, l'image qu'elle inspire, qu'est-ce qu'elle renvoie au monde. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, dans ce que renvoie au monde Jésus, définitivement, il pourrait être 4-6, il n'y a aucun. Attends, avec sa petite tribu qu'il suivait partout et tout. À fond. À fond. Sa petite tribu qui a fait d'autres petites tribus. Jusqu'à ce que ça devienne la religion la plus importante dans le monde et que ça tergiverse totalement son message, mais totalement. Ah, il y a un aspect un peu gourou, MLM, pyramide de Ponzi, là. Non, mais voilà, après, il y a le côté, il peut y avoir le côté. Euh, euh, Parce qu'on a parlé aussi que du côté positif du catéchisme, mais il y a aussi ce côté, en fait, c'est quand il est utilisé pour le côté joyeux. Et Jésus, dans son message universel de base, était un catéchisme. Après, comment son message a été utilisé par l'humain et sa grande intelligence relationnelle, et je suis ironique quand je dis ça, et ça, c'est une autre grande histoire. Mais Euh, je crois que ça, c'était lié à une époque, tu vois. C'est des époques qui sont révolues aujourd'hui. C'est plus des vibrations qui sont possibles sur Terre. Mais c'est vrai en y pensant, le 4-6, ça pourrait être un gourou, hein, un guide de sa communauté, hein. Donc, mm, Dans l'ombre, clairement. Et le mot gourou, c'est nous occidentales, qui mettons une connotation négative. Mais en fait, alors je suis pas spécialiste des cultures orientales non plus. Je suis très spécialiste des cultures latines, même pas des cultures orientales. Mais il me semble il y a plutôt cette idée de, bah, justement, de guide de communauté derrière le. complètement. C'est pour ça que je disais gourou, mais Mm, dans le bon comme dans le mauvais, hein. exactement. La phase dans le non-soi et la phase alignée, quoi. Mm, mm, De toute façon, exactement. les gourous, de manière générale, ça part d'une bonne intention d'après eux, hein. C'est après que ça dégénère, ils savent pas gérer. Bon, je suis pas forcément toujours d'accord. Bon, enfin, il y a toujours une intention positive, mais depuis quel espace elle est utilisée? Mais de leur espace, de Mm. leur perception, c'est positif. Oui, oui. De leur mode de pensée. Ouais, mais même si ça sert des intérêts, pas forcément. Mais bon. Exactement, exactement. Mais du coup, c'est hyper intéressant cette discussion parce que ça me fait penser qu'en fait, c'est comme si le 4-6, il venait créer une nouvelle vision de la notion de gourou. Ouais, Parce que gourou, étymologiquement, c'est amener de l'ombre à la lumière quelqu'un. C'est juste guider de l'ombre à la lumière. C'est juste, voilà, faire un trait d'union, quoi. Et en fait, le 4-6, il vient. Et moi, je le dis tout le temps, et je pense Julie aussi, hein, et Cécilia aussi. Moi, je remets tout le temps les gens dans leur souveraineté. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, écoute, je te partage ça, tu prends pas, c'est pas juste, yes. écoute dans ton corps, tout ça. Je remets toujours les gens dans leur souveraineté. Et ça me semble le juste espace du 4-6, en fait. Juste sa responsabilité, c'est de partager à sa communauté. Et après, les gens, ils Ouais, sont dans leur souveraineté. exactement. Je suis complètement alignée avec ce que tu partages, Anaïs. Eh bien, je crois que c'est un super moyen de commencer à conclure cet épisode. Et les 4-6 des gourous qui vous guident vers votre souveraineté. Peut-être un truc comme ça. Qui vous guide de l'ombre à la lumière en Ouais. respectant votre souveraineté.
qui vous guide de l'ombre à la lumière en restant votre souveraineté. J'adore! Trop chouette, merci les filles. Où est-ce qu'on vous retrouve et qu'est-ce qu'on peut vivre actuellement avec vous? Julie, est-ce que tu as envie de commencer? Ouais. Alors, on me retrouve principalement sur Instagram. J'ai un podcast, mais je suis pas très régulière. Donc, voilà, si les gens ont envie de m'écouter parler, c'est sur Les Perles de Jade, mon podcast. Je parle de mindset, de coulisses, beaucoup de coulisses. C'est des contenus longs, en fait. C'est ce que je peux pas partager en story, que je partage en podcast. Et sinon, sur Instagram, Julie-UGS. Et comment on peut travailler avec moi? Mon offre principale, c'est générateur, hein, A à Z, une offre à la fois, donc le mastermind. Pour les femmes entrepreneurs qui désirent du coup dépasser leur plafond de verre tout en respectant leur équilibre de vie. Et là, je serai en lancement officiel en mars, comme l'épisode sort là dans les prochains jours, et je suis en pré-lancement maintenant. Donc, si l'épisode résonne avec vous, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente parce qu'il va y avoir une offre de ouf qui sort pour mon anniversaire en février et qui inclut du présentiel. Waouh! De toute façon, le Voilà. présentiel, c'est the new vibe of Ouais. 2025. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'en tant que 4-6, et je pense qu'Anaïs sera d'accord parce qu'elle évoquait un peu ça tout à l'heure, moi le présentiel a toujours fait partie de mes valeurs pour justement rassembler la communauté et connecter profondément avec les gens. Donc là, le présentiel, c'est un peu wou-wou pour certains parce que j'allie vraiment le côté pragmatique, stratégique et spirituel. Donc Hmm. autant il y aura des libérations mindset, mais autant on va aller dans le corps avec des pratiques énergétiques chamaniques. Donc voilà. Je pense qu'on est un peu toutes les trois dans la même vibe, hein. Moi, j'ai créé des immersions en présentiel avec cette idée de si tu veux faire que du business, tu viens pas. Si tu veux que prendre soin de toi, tu viens pas. Exactement. Et par Ouais, contre, si tu as envie de prendre soin de toi et d'avancer sur ton entreprise tout en n'ayant pas la sensation de vraiment avancer sur ton entreprise parce que c'est pas, c'est voilà. ça. Donc, je pense qu'on a tout un peu enfin, Ouais, toutes les trois, je nous sens dans la même vibe de cette idée en présentiel. Mais c'est merci beaucoup ça. enfin, de ces infos. De toutes les manières, je mettrai aussi en description de ce podcast le lien vers l'Instagram de Julie. Comme ça, vous pourrez aller checker un peu tout ça et puis vous abonner à sa page si ça a résonné pour vous. Trop bien. Merci. Anaïs, est-ce que tu as envie de nous dire où est-ce qu'on te retrouve et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Yes, trop drôle parce que ça me fait un vrai trait d'union. Donc moi, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, Anahata Life Coaching. Donc je mettrai, enfin je te donnerai les liens, Cécilia, pour mettre sous l'épisode. Et j'ai un podcast au cœur des possibles où je publie les épisodes à peu près tous les 15 jours et où aussi on peut retrouver toutes les interviews de moi. Comme ça, c'est simple, tout est au même endroit. Donc je pense que cet épisode sera aussi un jour sur au cœur des possibles. Et puis donc moi, j'ai pris une décision hier un peu audacieuse qui est cette année de me concentrer sur mon activité de formation et de création de leader en santé optimale et biohacking pour une grande partie de 2025. Je garde quand même des places en coaching one-one VIP pour des entrepreneurs avancés avec du présentiel aussi et du en ligne. En 2025, vraiment quelque chose un peu sur mesure, quoi, qui fonctionnera sur coup de cœur. Et puis, je suis en train de mijoter depuis on va dire 2 mois déjà, un nouveau format en présentiel qui, je crois, n'existe pas encore complètement en France, de courte durée. Donc, je viendrai sûrement à la rencontre d'une partie des Français et de la francophonie, voilà, sur des demi-journées, des soirées. Voilà, je mijote encore un peu le truc, mais affaire à suivre. Ce sera un format un peu atypique, exceptionnel. Voilà. Donc, et je pense que ce sera mûr pour la printemps-été. Voilà. Donc, voilà. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et envoyez-moi un petit message si vous êtes intéressé. Parfait. When I come back in France. Ouais, exactement. Puis réunir la communauté, enfin, tu sais, dans chaque ville où elle est, quoi. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Trop bien. Eh bien, merci, merci à vous deux. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices qui sont encore par ici. Je vous invite à envoyer un maximum de love à Julie et Anaïs. J'aime bien réexpliquer que c'est des personnes qui donnent 1 heure de leur temps, plus de la promo, et en donnant du contenu qu'on a payé pour apprendre.
Et en fait, c'est de la contribution, c'est de la générosité, et pas tout le monde a envie de prendre de son temps dans son agenda pour donner du contenu et permettre de rendre le savoir accessible et le savoir de l'expérimentation accessible. Et pour moi, ça a une valeur assez incroyable. Donc j'aime bien le répéter à chaque fois. Désolée si vous écoutez tous mes épisodes et que vous l'écoutez à chaque fois de chaque fin de mes épisodes, mais parce que ça me semble tellement important. Donc je voulais vous inviter à donner un maximum de love à Anna et à Julie. Et moi, je voulais prendre le temps de vous remercier, les filles, pour avoir répondu à l'invitation, pour avoir rendu cette co-création aussi facile, aussi intéressante, et avoir délivré autant de pépites pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. It's amazing. Je suis heureuse de Yes. créer ce nouveau monde ensemble. Les gens peuvent se demander combien de valeurs ils auraient payé pour cet épisode et demander à ce que l'univers nous le renvoie. Exactement. Et puis, si vous avez envie de plus de contenu, que ce soit autour du human design, du mindset, de la stratégie, je parle aussi beaucoup d'alignement énergétique et de libération somatique, un peu toutes mes passions dans la vie, mes multiples passions. N'hésitez pas à vous abonner à l'Art de ta puissance. Je reviens 1 à 2 fois par semaine sur ce podcast. C'est un peu, comme le disait Julie, mon espace où je peux m'exprimer pleinement. Où parfois, je me sens un peu, un peu bridée sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note aussi, 5 étoiles, un petit commentaire. C'est ce qui aide aussi à ce podcast à être de mieux en mieux référencé, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et que donc, du coup, le savoir et les prises de conscience pour s'empuissancer, devenir souverain et prospère dans son activité puisse être accessible au plus grand nombre. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux instant présent et que la prospérité, l'audace et la joie soient à l'intérieur de votre journée. Ciao, ciao! Bye! Bye, merci.